L'entrepreneuriat, c'était pas du tout, mais vraiment pas du tout dans le champ des possibles. Dans ces métiers-là, on te dit c'est urgent, c'est pour maintenant, c'est la fin du monde. Et moi, tu sais, t'as ça et à côté, t'as ton bébé qui est malade. Et je disais, ça sera demain. En fait, les gars, j'ai mis en fait un espèce de barème de revenus. Okay. En essayant de tenir sur cette moyenne sur X mois et en me disant si j'atteins ça, ça veut dire que ça peut le faire. Et ça l'a fait. Ça l'a fait. Donc je me suis dit, attends, là, je me rajoute, j'ai un boulot, un livre, un bébé, un mec et un livre. Et du coup, elle était en train de tapoter sur son petit clavier et elle dit à mon conjoint, oui, moi, je fais dormir les parents, c'est mon travail. Devenir parent et entrepreneur à la fois. Et oui, aussi dingue que cela puisse paraître, certains parents décident en donnant naissance à leur premier enfant de donner naissance à un autre bébé, une entreprise. Car c'est parfois dans le manque de sommeil, les nombreux biberons ou les couches à répétition que l'on peut trouver de l'inspiration. Je suis Estelle Ducommun, entrepreneuse à multiples casquettes et maman follement amoureuse de son petit bébé. Et dans ce podcast Biz & Bibs, je vais creuser avec vous les histoires de ces parents inspirés. Découvrez leur parcours, leurs déclics et leurs histoires d'entrepreneuriat et de reconversion professionnelle en toute bienveillance et authenticité. Se trouver une nouvelle voie professionnelle grâce au manque de sommeil. C'est littéralement ce qu'a fait Candice Turgeman quand elle est devenue maman. Alors responsable des réseaux sociaux pour un grand groupe automobile, Candice est très heureuse de sa longue carrière dans le marketing et le digital. Cependant, l'arrivée de sa petite Liv en 2020 vient chambouler son quotidien. Et c'est en expérimentant les nombreux réveils nocturnes et les courtes siestes diurnes de sa fille qu'elle décide de se documenter sur le sujet. En suivant un coaching pour améliorer le sommeil de sa fille, elle découvre une nouvelle voie qu'elle ne connaissait pas, celle d'aider des parents épuisés à retrouver le calme et la sérénité, grâce à de l'accompagnement très rodé sur le sommeil des bébés. De fil en aiguille, Candice s'informe sur le sujet et l'idée d'en faire son métier commence à germer. En bonne marketeuse, Candice décide de poster sur les réseaux sociaux ce qu'elle découvre et apprend lors de sa formation certifiée sous le nom drôle et bienveillant, la fête du slip, SLEEP. Face à son succès, ce qui n'était qu'un complément d'activité s'impose alors comme une carrière à tracer. Mais comment prendre son courage à deux mains pour tout quitter alors qu'on est habitué au salariat et que l'on est maman d'une si petite fille ? Comment se démarquer dans le secteur du sommeil des bébés et choisir l'humour en contre-pied de tout ce qui se fait ? Dans cette interview, Candice nous racontera le déclic qu'elle a eu pour le coaching en sommeil des bébés, comment elle a réussi à jongler boulot, bébé, vie amoureuse et nouvelle activité, et comment elle essaye de déculpabiliser les parents grâce à un accompagnement bienveillant. Découvrez l'histoire d'une maman entrepreneuse drôle et pétillante. Cet épisode a été enregistré à l'école de production sonore et audiovisuelle Sonopro Barcelona. Si vous ne connaissez pas, Sonopro Barcelona, c'est l'école de référence pour se former au métier du son, de la musique et de l'audiovisuel. Si vous voulez vous reconvertir en ingé son ou même devenir DJ, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci encore à eux pour l'accueil. Bonjour Candice, bienvenue dans Biz & Bibs. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis super contente de te recevoir. C'est ma première interview en face à face. Moi aussi. Parce que du coup, dans la première question, je te demande où tu vis, mais comme le devineront peut-être les auditeurs, on est toutes les deux à Barcelone. Ça fait combien de temps que tu es à Barcelone ? Ça fait 7 ans là presque. Moi aussi. Je pense qu'il s'est passé un truc en 2017. Il y a eu une vague migratoire de Françaises. C'est clair. Alors, donc je vais te demander de te présenter un petit peu plus, donc ton âge et ce que tu fais dans la vie. Ok, donc je m'appelle Candice, j'ai 37 ans, donc j'habite Barcelone et je suis experte en sommeil de l'enfant, donc de 0 à 5 ans, pour la fête du slip, avec 2 œufs. La fête du slip qui est la boîte que tu as montée toi. Exactement. Ça fait combien de temps que tu as monté ça ? Je l'ai monté il y a 3 ans. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans ? Écoute, il y a 3 ans et 3 mois, ma fille est née. Tiens, on se demande pourquoi est venue cette idée de coaching en sommeil. Exactement, oui, c'était assez... Ça a découlé assez rapidement de mes nuits.
J'imagine, on va en reparler. C'est tout le but du podcast, c'est de parler un petit peu de ce déclic qui peut arriver à des jeunes parents qui endossent ce nouveau rôle dans leur vie, qui se disent tiens, il y a une opportunité là de peut-être monter un business pour aider les autres. Et puisque finalement, ce coaching en sommeil des bébés, c'est une reconversion totale. Tu faisais quelque chose de tout à fait différent avant. Raconte-nous. Exactement, ouais. Je n'étais pas du tout dans ce monde-là. Je viens de l'automobile, dans un secteur d'activité. Je m'occupais des réseaux sociaux au monde pour cette marque-là. Ok, donc plutôt un profil marketing. Et t'as fait quoi comme école pour arriver dans ce... J'ai fait une école de commerce parisienne. Et avant Barcelone, t'étais où du coup en France ? J'étais à Paris. À Paris, ouais, ok. Ouais. Et après du coup Barcelone avec toujours la même boîte. Exactement, automobile. Ouais. Ok. Et t'aimais ça ? Ouais. Marketing ? Le marketing, ouais, beaucoup. J'ai peu à peu de mes expériences et en évoluant dévié vers les réseaux sociaux, mais à la base j'étais sur de la communication nationale, donc en France je m'occupais des campagnes télé, enfin voilà, vraiment des grosses campagnes qu'on appelle 360, et puis peu à peu j'ai glissé vers les réseaux sociaux, l'influence et en fait ce monde-là un peu parallèle de partenariat aussi médias, et j'ai adoré ça, et ça a continué ici du coup à Barcelone, où j'ai pu mon rôle c'était d'accompagner les pays de cette entreprise, donc partout dans le monde, pour mettre en place leur stratégie réseaux sociaux en local. Et tu t'étais jamais dit, parce que par exemple, ça c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui font en freelance, tu t'étais jamais dit, ça c'est quelque chose que je pourrais faire à mon compte, enfin, l'idée de travailler pour toi, à ton compte, ça t'était pas venu avant ? Alors franchement, initialement pas du tout, parce que encore une fois, je suis vraiment le profil type de l'étudiante d'école de commerce, donc je suis sortie, j'ai fait tous mes stages dans des grosses boîtes. Puis je suis rentrée dans cette boîte-là qui était une grosse entreprise aussi. Je me voyais vraiment évoluer dans cette boîte-là, ou dans une autre d'ailleurs, mais l'entrepreneuriat, c'était pas du tout, mais vraiment pas du tout dans le champ des possibles. Venir à Barcelone non plus d'ailleurs, c'était pas du tout. C'était avec d'ailleurs une opportunité de ta boîte, ou c'était avec ton conjoint que vous êtes allé à Barcelone ? C'était une opportunité de ma boîte. Moi, vraiment, je me voyais, mais c'était même pas envisageable de quitter Paris. Non pas que j'avais un attachement particulier, mais c'était juste ça rentrait pas dans mon champ d'options. Et j'ai eu cette opportunité qui m'a fait super peur. Là, c'était un gros. C'est vrai ? Ouais. T'avais peur de venir à Barcelone ? Tu quitter... parlais espagnol ? J'avais un bon niveau d'avant, de mes jeunes années. Mais non, c'était pas tant Barcelone en tant que tel, c'était juste quitter mon confort, changer de pays. Enfin, c'était énorme comme challenge pour moi. Et du coup, quand j'ai eu cette proposition, j'en ai parlé à mon conjoint en lui disant, en me disant, il va me dire non. Et en fait, il m'a dit, ouais, vas-y, c'est bon, on y va. Et là, j'ai fait, ah. Est-ce que lui, il travaille dans quoi ? Lui, il est web designer, donc il crée des identités, logos et sites web. Donc il est free, en fait, justement, okay. c'est lui qui t'avais déjà un petit aperçu de ce que ça fait que travailler à son compte. Exactement. Et en fait, c'est grâce à lui, à son soutien et tout, que j'ai pu... T'as donné des tips ensuite. Ouais, et puis même le soutien, parce que forcément, ça fait peur. Bon, on va y revenir, mais c'est de se lancer dans le vide comme ça quand t'as toujours eu le confort d'avoir tes congés, ton salaire, etc. C'est sûr que ça fait un sacré changement. Finalement, tu arrives à Barcelone, t'avais un peu peur, mais 3 ans plus tard, c'est la ville où tu as choisi de fonder ta famille. Exactement. Ouais. Donc, et en plus, 3 ans plus tard, Covid, toi, tu apprends que tu es enceinte en plein Covid, c'est ça ? Ouais, mars 2020. Ah oui, carrément. Donc, la première semaine ou... Il fallait s'occuper. Donc courant mars, et du coup j'ai accouché en décembre 2020, donc en plein dedans. Donc grossesse Covid assez spéciale, mais finalement c'est pas plus mal. Enfin, t'es dans ta bulle, t'es chez toi. Ouais, c'était vraiment... En plus, avec ce qui se passe dehors, t'as pas forcément envie de sortir. Non, c'est clair, c'était vraiment super... Enfin, super, pardon pour... c'était pas super du tout, mais c'était vraiment confortable, en tout cas pour moi, d'être protégée chez moi, en sécurité, avec mon copain. On faisait attention, évidemment, comme tout le monde, mais c'est vrai que mon entreprise a super bien compris aussi que j'y retourne pas quand tout le monde a pu y retourner, parce que j'étais enceinte et je voulais surtout pas m'exposer. Mais et puis c'est vrai qu'on a été quand même un peu plus ça a été un peu plus doux le confinement ici qu'en France, notamment parce que ça a rouvert vite, parce qu'il y a les terrasses, parce qu'il fait beau tout le temps. Voilà, c'est sûr. Moi, je dirais que c'était beaucoup plus dur.
Parce que moi aussi, du coup, j'ai vécu le confinement ici et moi, j'ai trouvé que c'est très, très harsh parce qu'effectivement, en France, ils pouvaient quand même sortir 1 heure par jour. Nous, ça a été 3 mois, de mars à fin mai, vraiment confinés chez nous. Moi, en plus, je suis vraiment dans le centre. Les hélicoptères qui passaient au-dessus de chez nous, c'est limite, je sortais ma poubelle, je me sentais délinquante, quoi. C'était... c'est vrai que ça, c'était... Moi, comme j'avais les examens, oui, c'est ce que les échos et tout ça. Sortir quand même, ouais. ça me faisait des petites sorties, mais c'est vrai que non, quand on allait faire nos courses juste à 2, parce que forcément, je commençais à plus trop pouvoir porter toute seule et tout, les gens me regardaient genre, oh là là, ils sont tous les 2, vous n'avez pas le droit. Ah oui. Donc, donc, c'est sûr que c'est... Ouais, donc, les 3 mois étaient rudes, mais c'est vrai que dès que ça a commencé à rouvrir, c'était plus doux. Donc ta fille est arrivée à la fin de l'année 2020 ? À la fin de l'année 2020. Liv, c'est ça ? Liv, le 9 décembre, oui. Et donc, comment ça s'est passé, l'accouchement, et puis les premières semaines, premiers jours de l'arrivée de bébé ? Alors, la grossesse, pour le coup, s'est bien passée. L'accouchement et les suites, un peu moins. J'avais un projet de naissance physiologique, comme beaucoup, qui s'est terminé en césarienne, comme certains. Les naissances, de toute façon, c'est le bébé qui fait ce qu'il veut. C'est ça. Et d'ailleurs, pas que la naissance, hein, tu vas voir pour la suite. Il y a une petite échelle entre... c'est ce qu'on dit souvent. Avant, j'avais des principes, et puis je suis devenue maman. Maintenant, j'ai un enfant. donc, c'est vrai que la naissance, c'était pas tout à fait ce qui était prévu, mais bon, peu importe. Pour le coup, je l'ai bien vécu parce que il y avait pas le choix, c'était comme ça. Ce qui était un peu plus difficile, c'est qu'après j'ai eu vraiment beaucoup de mal à lancer l'allaitement. C'était vraiment très très compliqué et c'est très douloureux, et du coup elle prenait pas bien mon sein, et du coup elle me dormait pas bien. Donc en fait il y a eu un enchaînement pour elle de trucs pas très cool liés à tout ça. Et de mon côté, j'ai eu des petites suites un peu compliquées sur le postpartum d'une part, et cicatrisation aussi de la césarienne. Donc j'étais pas du tout dispo. En fait, j'arrivais pas à avoir la tête. J'ai eu du mal à créer mon lien d'attachement au tout début. Et j'avais tellement mal. En fait, à chaque fois qu'elle approchait, c'était pour me faire mal. Donc c'était compliqué. Ouais. C'était vraiment difficile. Donc je me suis. En plus, tu dormais pas. Bon. Et en plus, oui, ça c'était. À la limite, c'était accessoire ça à l'époque. mais oui, non. En fait, je me suis faite accompagner pour pouvoir travailler un petit peu tout ça et essayer de digérer un petit peu tout ce qui s'était passé. Et puis après, du coup, j'ai pu me concentrer sur l'autre problème, qui était effectivement qu'elle dormait pas. Pas très bien en tout cas. Elle dormait que genre les siestes, elle pouvait les faire que avec mon conjoint, qui lui il travaillait du coup. Ah oui, il avait pris le travail. Ouais. Donc c'était un peu compliqué. Là c'était impossible en fait. Elle se réveillait toutes les combien la nuit ? La nuit, c'était pas si dramatique. Enfin, bon, pour un bébé de 3 mois. Oui, finalement, avec l'allaitement, tu la mets au sein, tu la rendors rapidement à côté dans le berceau, quoi. C'était l'endormissement qui était très très long. L'endormissement initial, je sais pas, on y passait 1 heure, 1 heure et demie. On faisait des rondes de toutes les 15 minutes. Donc ça, c'était un peu long. Et les siestes, c'était vraiment une cata, quoi. J'y allais en disant à mon mec, bon bah vas-y, je reviens dans 5 minutes. De toute façon, c'est mort, quoi. Et comme lui est free, il bossait de la maison. Donc en fait, je lui happais de son temps de... Oui, c'est compliqué. Ouais. Donc c'était pas facile sur ce... Et alors c'est quand même dingue. Enfin, moi j'imagine la situation. Tu es une jeune mère qui a eu beaucoup de difficultés à se remettre de l'accouchement. Tu ne dors pas. Tu as mal. Et malgré ça, tu te dis, tiens, et si je me renseignais sur le sommeil des bébés j'imagine d'ailleurs d'abord pour toi. Mais tu as pris cette force et tu te dit, je vais lire... vers quelles ressources tu t'es tourné ? Des livres plutôt, ou des podcasts, ou des vidéos ? J'ai fait un peu de tout en toutes les langues que je parle. Donc, d'abord pour l'allaitement, parce que c'était vraiment ça mon problème initial. Puis j'ai glissé du coup vers le sommeil parce que c'était le problème suivant. Donc j'ai commencé à beaucoup lire, écouter des podcasts, suivre des comptes sur Insta, sur YouTube, partout où je trouvais pour avoir des ressources en fait. Et plus je me suis renseignée, plus ça m'a intéressée en fait de voir qu'il y avait des choses physiologiques que j'avais pas du tout en tête et que j'avais pas du tout comprises avant, et qui m'ont donné vraiment envie d'abord de me faire aider pour que ma fille dorme, et ensuite de me former pour moi d'abord. Et puis en fait, en le faisant, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait un vrai besoin en fait d'informer, de rassurer, de déculpabiliser aussi, parce que forcément je suis comme toutes les jeunes mamans, je suis tombée dans ce truc des injonctions, de ce que peut te dire ta famille ou l'entourage, ou peu importe qui. Et puis des fois tu peux aussi finalement tes ressources lire un truc, son contraire,
Exactement, ouais, c'est ce que quand j'accompagne les mamans en consultation, je leur dis que j'appelle ça la boule de flipper, d'aller taper en fait partout, et tu tapes tellement partout que t'as plus rien en fait. T'as lu un truc, t'as lu l'autre, et t'es vraiment complètement perdu. Donc je voulais vraiment essayer de donner une source claire d'informations et pouvoir donner. Donc tu as commencé par faire appel à une coach, c'est ça, pour ta propre fille? Exactement, ouais. Ça a marché? Ça a marché, ça a marché. Youpi, je peux enfin redormir. ouais, c'est clair. D'ailleurs, c'était au bout de combien de temps que tu as fait appel à cette coach? Au bout de 4 mois, je crois qu'elle avait 4 mois. Donc, petite régression du sommeil pour les habitués, enfin celles qui sont passées par là. 4 mois, ouais. Donc, ce truc-là, des micro-siestes de 30 minutes chrono, etc. Donc, ça s'est résolu assez rapidement. Et puis, elle, en fait, j'ai d'abord regardé pas mal elle faisait des webinaires ou des trucs en ligne auxquels j'avais participé pour comprendre un petit peu, et j'ai adoré son ton, son approche et tout. Donc j'ai fini par la contacter. En la contactant, je lui ai demandé où elle s'était formée, et c'est là que du coup j'ai suivi le... Et du coup, cette formation, tu l'as faite vraiment en mode ça m'intéresse et j'ai envie de m'y former parce que je me dis comme ça je pourrais m'améliorer pour ma propre fille, ou tu as fait déjà un petit peu dans l'idée de tiens, c'est un sujet qui pourrait m'intéresser pour me reconvertir ou... En fait, ouais, il y a eu un petit alignement de planètes. En fait, ça faisait déjà 1 ou 2 ans que, au niveau, même si j'adorais vraiment mon travail et que vraiment j'étais passionnée par ça, il y avait des choses qui commençaient à plus trop me convenir. Des choses où je me disais que, en fait, j'en avais marre de travailler dans ce monde-là, que j'avais envie d'aider les gens, de faire des choses concrètes, en fait, vraiment pour les gens dans la vraie vie. Ouais. D'une part, d'avoir une cause un peu plus humaniste, de vraiment accompagner des gens qui sont en difficulté. Ouais. Donc il y avait ces 2 aspects-là qui traînaient un petit peu dans ma tête, où je commençais à me dire, et puis du coup avec mon conjoint auto-entrepreneur et tout, je me disais bon, pourquoi pas, réfléchissons, voilà. Et du coup, quand j'ai commencé à me former, je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'il y a un vrai truc là de besoin d'informer, de besoin d'accompagner les gens, et pourquoi pas, en fait. Donc, tu as fait cette formation et direct après, tu as lancé cette idée de business en coaching du sommeil? Exactement, ouais. Je me suis formée, donc là, pareil, quand elle avait 4 mois, c'était normal. C'était à peu près la fin ton congé officielle mat, de mon congé mat, qui dure 4 mois ici en Espagne, et que j'ai prolongé en fait encore quelques mois pour avoir le temps de me former, pour aussi profiter de ta fille. Exactement, rester un peu avec elle et tout. Donc on avait commencé un tout petit peu de crèche pour que j'ai 3 heures par jour pour me former. Et j'ai fait cette formation au Canada, enfin forcément à distance, qui a pris plusieurs mois, ouais. Et est-ce que déjà en parallèle à cette formation, tu commençais un petit peu... d'ailleurs, comment est venue l'idée de la fête du slip, le nom? C'est quand même une expression assez répandue, assez connue. Rigolote aussi. Et puis voilà, en fait, on se dit, mais la nuit, c'est ça, c'est la fête du slip, on n'en peut plus, on est crevé. Et je disais souvent à mon conjoint, vu qu'il y avait que lui qui pouvait l'endormir, que c'était le king du slip. Ah, d'accord. Et du coup, ça a glissé. Quand j'ai commencé quand je me suis dit, vas-y, je me lance, il y avait aussi un côté où je voyais beaucoup, j'avais tellement regardé de comptes Instagram et personnes, en fait, qui s'étaient lancées dans ces sujets. Il y avait un côté un peu, parfois, de bienveillance béate. Qui m'énervait, en fait, ce côté oh mais parle-lui, tout va bien se passer, presque ASMR, et ça m'énervait parce que c'était pas ma vie, c'était pas ce que je vivais, en fait. J'étais en galère, j'avais besoin de me plaindre et j'avais l'impression de pas être entendue, en fait, par ces profils-là. Donc je voulais tu pensais bon, vous êtes mignons, mais c'est pas tout à fait ça, et t'as pas, en tant que parent, des fois c'est, je pense, encore plus agaçant de voir et parfois culpabilisant en plus. Donc je voulais vraiment donner un truc qui casse ce côté très je vais t'apprendre la vie, parce que c'était pas l'angle que je voulais apporter. Je voulais quelque chose qui fasse sourire, qui fasse rire, qui en fait déculpabilise, dédramatise et dédramatise. Exactement. Donc là, forcément, avec un nom comme ça, Et donc, en bonne marketeuse que tu as commencé par les réseaux sociaux, je suppose, ou... Ouais, 100% Insta. J'ai créé mon compte Instagram. J'ai eu la chance, du coup, d'avoir mon conjoint qui m'a fait toute mon identité, mon logo, mon site. Et ça tout aide. Ça. Donc, ça m'a donné une cohérence aussi visuelle qui était importante pour moi. Et puis, j'ai commencé, en fait, à donner des conseils, à vraiment partager, en fait, ce que j'avais appris pendant ma formation.
ça a donné lieu à des gens qui m'ont demandé de... Qui t'ont contacté. Exactement, qui ont commencé à me dire, bah ouais, mais en fait, moi, dans mon cas particulier, blabla. Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire des consultations. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, en fait, attends, mais là, il y a un vrai... Il y a un besoin, d'une part. Et... Parce que les consultations, tu les as faites déjà en mode... oui, bah, c'est en complément de mon compte Instagram, ou plutôt en mode, là, il y a un truc, il y a un business. Bah, ça s'est fait un peu en même temps, c'est-à-dire que je m'étais dit que s'il y avait un besoin, j'irais dans cette direction-là, et en fait le besoin est venu assez rapidement, donc c'est vrai que je me suis dit vas-y pour de vrai, et voyons ce que ça donne, et quand j'ai vu en plus que, bon alors forcément, mais que ça fonctionnait, c'est-à-dire que les parents étaient contents et satisfaits, et que ça marchait, bah, ça m'a encore plus encouragée à partager encore plus, enfin voilà, et ça c'est un... Et alors, bon, tu lances cette activité, mais tu avais repris le travail aussi. Ouais, donc ça c'était la partie un peu sport, puisque bah, du coup, un bébé d'un côté, un travail de l'autre, qui était quand même assez prenant. Et c'était en télétravail encore ou... Non, là, c'était pour de vrai. Alors après, ils avaient un peu assoupli aussi, grâce au Covid, les règles de l'entreprise. Donc, c'était 3 jours, 2 jours. Donc, c'était plutôt cool. De toute façon, je faisais mes consultations plutôt le soir pour pouvoir travailler la journée. Et puis voilà, et du coup, c'est vrai que c'était un peu sport d'animer le compte Insta, surtout que je m'étais fixé, encore une fois, en bonne marketeuse, je m'étais fixé vraiment un nombre de publications par semaine, d'essayer d'être vraiment régulière pour pouvoir le faire grandir facilement. Enfin, facilement. Facilement, non. Mais en tout cas, de manière régulière. Donc c'était assez sport de suivre ça, d'avoir les consultes au milieu, livre au milieu et tout ça. Et comment on fait d'ailleurs quand on est 2 entrepreneurs à la maison et qu'on a un petit bébé et qu'on lance... lui, il avait son business, j'imagine, un peu plus établi, mais toi, tu te lances, tu as en plus un autre job à côté. Niveau organisation, comment ça se passe ? Bah, ce qui était bien, c'est que du coup, vu qu'elle dormait bien et tôt, à 18h30, 45, on était libérés, délivrés. Donc on avait le temps de... Vous adaptiez vos horaires, finalement. Ouais. Exactement. Et ensuite, pour la crèche, j'imagine, vous aviez aussi un système, un jour sur 2 ou... Ouais, la crèche, quand j'ai repris vraiment, j'avais repris au mois de septembre du coup, et c'est moi qui l'a déposé, lui qui l'a récupéré, donc ça nous laissait un petit champ matin et soir autour de ça. Et ça, tu gérais comment la charge ? Parce que je veux dire, tu avais quand même ton taf de jour, ta fille, et le soir, tes consultations. Tu dormais ? Je dormais. En fait, je suis assez entière comme personne, et je voulais vraiment... c'est-à-dire que mon travail principal a commencé à devenir un peu moins... Mais de toute façon, je pense que même sans ce projet-là, le fait d'avoir un enfant a complètement chamboulé, mais alors complètement mon approche par rapport à ce travail, à la notion d'urgence. C'est-à-dire que dans ces métiers-là, on te dit c'est urgent, c'est pour maintenant, c'est la fin du monde. Et moi, t'as ça, et à côté t'as ton bébé qui est malade, et je disais bah ça sera demain en fait, les gars. Donc en fait ça m'a fait complètement diminuer aussi mon implication, je dois l'avouer, dans cette activité là, parce que ça me paraissait moins important que ma fille en fait, qui passait en premier, que cette activité où j'avais l'impression d'aider des gens et de les accompagner. Donc du coup ça a commencé à faire une espèce d'équilibre. Oui, et puis en plus, ce que tu me disais, c'est que tu avais besoin aussi d'avoir un job qui ait plus de valeur finalement. Enfin, l'arrivée de Liv, ça t'a aussi un peu remis, on va dire, le focus, et tu penses que tu as re-regardé ce que tu faisais avant d'un autre œil. Et c'est ça aussi qui a un peu enclenché le fait de... En fait, j'ai envie de changer de voie. Ouais, bah absolument, ça change complètement les perspectives. C'est vrai que du coup, c'est ça, c'est vraiment cette notion de stress, d'urgence et de priorité qui est complètement... C'est-à-dire qu'avant, en effet, je pouvais, je sais pas, peut-être pas faire une nuit blanche, mais bosser vraiment très très tard, parce qu'il fallait absolument que ce truc-là sorte, et m'énerver sur les gens qui répondaient pas dans les délais. Et puis peu à peu, je suis devenue cette personne qui répondait pas dans les délais, parce que c'était moi avant, en fait. Ouais. Et c'est hyper dur de trouver cette balance quand dans un travail aussi prenant, entre la vie perso et la vie pro. C'est vraiment ça le plus compliqué. Et avant le livre, c'est vrai que j'étais happée complètement par la partie pro, et peu à peu, d'abord, t'as pas le choix, parce que en fait, encore une fois, la première année, c'est un peu la fête des maladies. T'as pas une semaine, quand t'as une semaine sans maladie, tu peux faire une petite fiesta de célébration. Donc c'est vrai que t'as pas le choix en fait. Et comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là, dans les coups de mou, parce on a tellement de charge mentale, tellement de responsabilités. Vous êtes 2 entrepreneurs à la maison.
Bah, c'est pas facile. Et en effet, forcément, oui, il y a des moments où ça fonctionne moins. Et puis, bah, du coup, moi-même, je me faisais mon expérience, puisque c'est très bizarre aussi de se former, de se lancer. Tu sais, c'est pas le truc de je fais un stage et je suis protégée par quelqu'un. Non, là, j'ai vraiment des vrais gens qui me payaient pour ça. Ouais. Donc, je pouvais pas me louper. Et comme je suis hyper empathique en plus, ça me travaille, quoi, ça me travaillait, quoi, quand ça fonctionnait pas, etc. Puis, peu à peu, avec l'expérience, j'ai commencé à distinguer des raisons pour lesquelles ça marchait pas, qui n'étaient pas du tout inhérentes à la partie sommeil. Et maintenant, j'ai ce truc-là beaucoup plus facilement de dire, attendez... T'as structuré aussi ton coaching et... Ouais, absolument. Et mais maintenant, je sais que si je sens que... Enfin, j'ai une espèce de feeling où je sens que quand ça prend pas, c'est qu'il y a autre chose. Donc, je vais aller creuser, gratter un peu plus les informations. Et puis, parfois, il y avait un reflux qu'on n'avait pas vu, un truc qui avait rien à voir avec le sommeil, qui n'était pas... qui était pas dit au premier abord, par exemple. Tes consultations, tu les fais à distance, du coup, avec tes clients ? Ouais, 100% en visio. Bon, alors après, pour les Barcelonaises, je me déplace. mais oui, en général, c'est plutôt visio. Et c'est trop cool, ça aussi, parce que ça m'ouvre... j'ai pas mal d'expats. Je pense que comme moi-même, je suis expat, ça doit toucher aussi un petit peu certaines personnes. Donc, je me retrouve avec des consultations au Canada. J'ai eu Dubaï. Stylé. Et c'est tout en français ? En français, ouais. Je fais en espagnol et en anglais aussi, mais je me concentre plutôt sur le français. Et à partir de combien de temps tu dirais que ça a commencé à bien prendre ton activité, la fête du slip ? Bah, ça s'est vraiment fait progressivement. D'abord, il y a eu l'engouement sur mon compte Insta qui était hyper encourageant. Donc, certes, qui ne rapporte pas d'argent, mais qui, en tout cas, me laissait... parce que tu as beaucoup d'abonnés là, sur Instagram, j'ai vu, non ? Ouais, là, je passe la barre des 22. Donc, peut-être... C'est chouette, ouais. Ouais, 22 000. Ouais. 22 abonnés, wouh 22 000. Et ouais, non, carrément, encore une fois, c'était beaucoup de boulot pour... Mais finalement, ton parcours de marketeuse avant, t'as quand même bien aidé. Exactement. En vrai, je pense que c'était une vraie chance parce qu'il y a beaucoup de mamans qui se lancent ou de professionnels, d'entrepreneurs, exactement, ou de professionnels, tu vois, qui étaient infirmières, sages-femmes, puéricultrices, etc., qui se lancent, mais qui n'ont pas du tout ces bases-là. Et donc, forcément, elles font comme elles peuvent, mais c'est difficile quand t'as pas baigné dans ce domaine-là avant, c'est difficile de comprendre, on comprend rien. De toute façon, même moi, qui suis experte des réseaux sociaux, l'algorithme... le faire pour soi, c'est différent que de le faire pour un client. C'est clair. Et puis, moi, j'avais la vie d'agence. Donc, quand j'avais un truc, je disais, bon, vas-y, faites-moi ça. Et c'était fait, quoi. Oui, et puis tu parlais d'automobile, en pas plus, de sommeil des bébés. En plus, ouais, mais au final, oui, non, ça, c'est clair. Mais c'est plus dans la réalisation graphique de création, où c'est un monde parallèle, quoi. Ça, faire mon site, toutes ces choses-là que je déléguais, puisque c'était mon travail de demander à l'agence de le faire. Là, il n'y a plus d'agence. Là, donc, donc du coup, au bout de... Pardon, je reprends un peu la question, mais au bout de combien de mois, quand est-ce que tu as lancé, du coup ? C'était quand J'ai lancé en juillet 2021. Ok. Et je pense qu'au bout de... Là, en 2022, courant 2022, autour d'un an, j'ai commencé à me dire, ouais, là, je pense que je vais pouvoir... je pense que je peux Tu peux en vivre. Ouais. Et tu t'es dit, quand est-ce que tu aimerais finalement te lancer à 100% dans cette aventure-là ? J'étais, encore une fois, comme je venais du monde d'une grande entreprise et tout, j'avais beaucoup de blocages et de peurs qui n'avaient rien à voir ni avec le business, ni avec... C'était vraiment moi, par rapport à tout ça, de me dire... que c'était dangereux, que ça me faisait peur. C'était Et puis tu as une enfant à charge, donc c'est... Exactement, donc j'ai vraiment pris le temps de le peser et je m'étais mis en fait un espèce de barème de revenus en essayant de tenir sur cette moyenne sur X mois et en me disant si j'atteins ça, ça veut dire que ça peut le faire. Et ça l'a fait. Ça l'a fait. C'est top. Puis entre-temps, du coup, j'ai été contactée fin 2021 par une maison d'édition pour écrire un livre. Oui, on va en parler. Et ça a été un énorme... alors ça, c'est un gros morceau aussi et projet. Donc, je me suis dit, attends, là, je me rajoute, j'ai un boulot, un livre, un bébé, un mec et un livre. Donc, ça faisait trop, en fait. Donc, je me suis dit, attends, là, d'abord, j'accouche, parce que vraiment, c'est accoucher d'un livre. Et une fois que j'aurai fait ça, là, je pense que je pourrais me lancer pour de vrai. Si vous ne suivez pas Candice, il faut savoir qu'elle ne fait que partager des mèmes qui sont à mourir de rire sur le fait d'être mère, père, de ne pas dormir pendant la nuit. Et c'est vrai que finalement, c'est une autre façon de recevoir des conseils, mais de façon très humoristique.
C'est rigolo parce que moi-même, j'ai un nourrisson de 2 mois, donc je ne dors pas encore la nuit. Et je suis quelques coachs du sommeil et c'est drôle parce qu'on voit vraiment la différence entre celles qui partagent des petits guides, des carousels informatifs et puis toi. Ça fait marrer. En vrai, tu vois le gif et tu fais « Ah ouais, ça c'était moi cette nuit. » Ouais, c'est ça. Encore une fois, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, de vraiment essayer de dédramatiser et puis de montrer aux gens que... oui, moi aussi, en fait, j'ai galéré. Et parfois, je galère encore. Là, ma fille, en ce moment, elle nous fait une petite vague. Donc, elle a 3 ans et 3 mois. Et on a une petite vague de... Je gratouille un peu de temps pour un peu plus le soir. Donc là, on en est à des... Elle gratte, quoi. Un coup, un check en plus, un câlin en plus. Donc, et c'est du boulot, quoi. Et puis, surtout, je me rappelle de mes débuts avec elle. Et voilà, c'est... Je veux vraiment pas que les gens pensent que... Parce qu'il y a aussi ça sur Instagram, mais qui parfois est un peu délicat, c'est ce côté mère parfaite, vie parfaite, de tout ce qu'on voit. Donc je veux vraiment que les gens, quand ils viennent se balader sur mon compte, ils aient des infos concrètes qui puissent aider leur bébé, mais qu'ils aient aussi un petit moment où ils se marrent un peu et ils se disent, ok, c'est vrai que je galère, quoi. Et surtout qu'ils se sentent moins seuls, parce que... C'est hyper difficile, en fait, on n'ose pas trop parler. Et puis, quand tu sais, c'est vraiment les discussions au parc. Moi, il dort depuis la maternité. Ouais, ça, c'est insupportable. et c'est insupportable, c'est vrai, parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je fais mal ? Pourquoi moi, j'y arrive pas ? Et en fait... Moi, ce que j'ai toujours dit à mon mec, c'est un truc de dingue. Tu sors de la maternité avec un bébé, t'as aucun guide d'instruction. C'est genre, tenez, hop, le petit paquet à la maison, pim pam poum. Et tu fais tellement d'erreurs quand t'es jeune parent, on te dit rien. Finalement, moi, je me rends compte que la sororité, par exemple, entre mères, c'est ce qui m'apporte le plus dans l'éducation de mon fils. Les trucs, les conseils, on se partage tellement nos galères que c'est aussi comme ça qu'on apprend, en fait. Exactement. Mais ça, il y a du bien et du pas bien, parce que du coup, tu sais jamais... Enfin, voilà. Mais dans la partie bien, le filtre, comme tu disais tout à l'heure... Exactement. Mais quand tu trouves ton petit noyau de jeunes mamans qui sont avec un bébé à peu près du même âge que le tien et que vous partagez vos galères, c'est cool parce qu'il y a les galères, mais il y a aussi les conseils, les tips, les trucs de moi j'ai tenté ça, vas-y, etc. Et ça, c'est super. Et alors, donc tu es, comme tu le dis finalement, être maman, c'est un job à plein temps. Selon toi, qu'est-ce que ça t'apporte d'être maman et d'être entrepreneuse ? Est-ce que ça t'apporte plus de force, plus de motivation, plus d'organisation ? Alors, il y a une chose que j'ai vraiment apprise, que je ne maîtrise pas encore tout à fait, mais vraiment où j'ai progressé, c'est la patience. Non, mais c'est super important quand on est à son compte. Hein. Et quand on est maman. Oui. et c'est vrai que je pense que c'est ça le plus que j'ai le plus appris là dans les 3 dernières années, d'apprendre puis même à travailler mon empathie différemment. Je suis très empathique, mais parfois du coup je déborde, c'est-à-dire que je prends tellement que ça m'atteint. Et là j'arrive maintenant à être un peu plus... Oui, parce que finalement on n'en a pas parlé de tout ce volet-là de ton travail, mais le sommeil des bébés, tu peux être face à des parents qui sont sur les nerfs et des fois qui peuvent être... qui peuvent t'en vouloir si ça marche pas, donc c'est délicat dans ces cas-là. C'est pas tant en fait, j'ai jamais eu de parents en colère qui me frappent à la porte Candice. Donc ça va, j'y ai échappé, mais par contre je sens la détresse, la fatigue, l'angoisse, et c'est pour ça que ça m'affecte d'un côté, et en même temps ça me booste encore plus à vouloir encore une fois dédramatiser, les rassurer, les tranquilliser. C'est ce que je fais beaucoup en accompagnement, quand j'ai des personnes, des familles que j'accompagne pendant 2 semaines au quotidien. Je leur dis que la partie des 2 semaines, c'est pour certes le sommeil, mais c'est aussi leur petit safe space où ils peuvent, là, ils peuvent se plaindre, ils peuvent grogner, ils peuvent dire que c'est relou, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je jugerai pas, je les accompagne, je les soutiens. Et il y a beaucoup de mamans, notamment dans ces groupes-là WhatsApp que j'ai avec les parents en suivi, où en fait, on devient un peu copines, quoi. On papote et ça devient... je sens que ça les... Ouais, ça fait du bien. Ouais. En fait, ça leur fait du bien. Elles ont juste besoin de parler parce qu'on est... Surtout d'être face à des gens qui les comprennent. Exactement. Et c'est ça. Et donc, du coup, c'est vrai que cet aspect-là, il est hyper important pour moi, et ça me booste autant que ça m'atteint. Mais c'est vrai que j'essaye parfois quand je sens que ça me pèse trop, effectivement, de remettre une petite barrière pour moi de protection, parce que... Ça dure combien de temps environ, tes coachings ? Ça dure 2 semaines, donc 2 semaines de suivi où donc je crée un groupe WhatsApp avec les parents et je les accompagne vraiment pour mettre en place ce qu'on a vu pendant la consultation. Au bout de 2 semaines,
l'idée, en fait, mon but, c'est qu'au bout des 2 semaines, c'est pas que le bébé fasse 12 heures de nuit et qu'il fasse des grasses mat et que tout le monde... Cela n'existe pas, spoiler alerte. C'est plus, en fait, je me vois un peu plus comme, tu sais, la maman qui pousse le vélo à 2 roues, pour qu'ils soient vraiment déjà sur la bonne route, qu'ils sachent qu'ils sont de bons parents, qu'ils puissent avoir confiance en eux, qu'ils sachent que ce qu'ils font, c'est bien. Et généralement, en 2 semaines, on arrive à traiter assez de situations. Il y a toujours une dent qui traîne, une maladie, des cas de figure, on part en week-end, on est sorti, on a fait ça. Et en fait, en 2 semaines, on arrive à traiter assez de cas de figure pour qu'ils soient capables de voler de leurs propres ailes ensuite. Et c'est ça, pour moi, le plus important, au final. C'est pas tant que le bébé... Et puis, bon, évidemment, il y a des vraies progressions assez impressionnantes sur... Généralement, en 3-4 jours, on arrive à avoir un vrai déclic et des vraies évolutions sur le sommeil. Mais c'est plus le boosting, le fait de booster les parents qui est important pour moi pour qu'ils se sentent sereins. Et tu fais un suivi ensuite ? Officiellement non, mais généralement, avec le groupe WhatsApp, finalement. Il y a vraiment des parents avec qui j'ai créé des vraies affinités, avec qui on papote régulièrement, qui me donnent des nouvelles, j'ai des petites photos, j'adore, quoi. C'est hyper... enrichissant pour moi et c'est super beau, quoi. Quand parfois, je sais pas, 6 mois après, j'ai mais attends, mais tu nous as sauvé la vie, on dormait plus, on a nos soirées, enfin parce qu'il y a toute une partie aussi, c'est marrant parce que j'écoutais un autre podcast avec notamment Anna Roy qui parlait du baby clash dans la matrescence. Finalement, le manque de sommeil, ça affecte énormément de choses, on le sait, mais c'est pas que pour le bébé, c'est surtout pour les parents. Et effectivement, tout ce thème-là, ça permet aussi d'apaiser les parents, en fait. Exactement. Exactement. Et parfois, je me retrouve un peu au milieu. Tu sais, je vois en consultation que c'est difficile entre eux, donc j'essaye aussi un peu. Alors, je suis pas du tout psy, et c'est pas mon rôle et tout. Mais quand je sens que c'est juste des petites tensions de baby clash, j'essaie de leur dire, ok, c'est normal, les gars. En fait, c'est normal. Vous allez dormir, vous allez aller mieux, vous allez voir. Bah oui, c'est clair. Exactement. Et parfois, il y a le truc un peu du débat entre genre, oui, bah lui, il veut pas qu'on fasse ça, ou elle veut pas qu'on fasse ça. Donc, du coup, je suis un peu le médiateur. L'arbitre, pas l'arbitre, parce que je veux pas me placer comme ça, mais plus de dire, ok, veilleuse ou pas veilleuse, voilà, l'information physiologique, c'est que, d'ailleurs, je vous le dis, pas de veilleuse la nuit, ça sert à rien, ils ont pas besoin de lumière la nuit. Donc voilà, quand il y a le débat entre les deux, juste avec l'information physiologique, en fait, ça clôt le débat et on n'en parle plus. Et alors, est-ce que tu as expliqué à ta fille que ce que tu fais actuellement dans la vie, c'est grâce à elle ? Oui, ça oui, mais c'est surtout, c'est trop mignon parce que j'ai essayé de lui expliquer ce que je faisais dans la vie. Donc je lui ai dit, voilà, j'aide les parents à dormir. Et là, il y a quelques semaines, elle a dit à mon conjoint qu'elle travaillait, donc elle était sur son ordinateur comme ça, enfin évidemment pas un vrai. Livre, 3 ans et demi, future entrepreneuse. Businesswoman. Et du coup, elle était en train de tapoter sur son petit clavier et elle dit à mon conjoint, oui, moi je fais dormir les parents, c'est mon travail. Donc oui, elle a compris cet aspect-là, elle a compris que, un peu. C'est trop mignon. Ouais, c'est chou. Et alors, concilier la vie de mère, CEO d'une entreprise, c'est quoi le plus dur, tu dirais ? Ça, c'est la balance. Encore une fois, c'est toujours la même. Parce qu'au final... Et là, c'est encore plus dur parce qu'en effet, quand tu es dans l'entreprise, encore une fois, tu as tes petits congés, tu as des petits moments de répit où tu sais que tu as cette sécurité. Là, c'est vrai que comme ça fait peu de temps, au final, que je suis lancée pour de vrai, j'ai ce stress au début de mois, j'ai le stress au milieu de mois, j'ai le stress à la fin du mois de me dire, attends, mais là, si je fais pas, si j'arrive pas à boucler mon mois, plusieurs mois, qu'est-ce que je fais, quoi ? Et ça, forcément, ça fait peur. Donc, j'ai ce stress-là qui rôde un peu, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille, je pense, et que ça va être avec l'expérience et puis surtout en me prouvant que ça fonctionne, que ça va aller mieux. Oui, parce que du coup, maintenant, tu es à 100% sur la fête du slip. Donc, j'imagine que tu as dû aussi revoir un peu ton organisation. Tu travailles depuis chez toi ou Ouais, je travaille depuis chez moi. Je me suis très vite rendu compte que j'ai besoin de collègues. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de vie sociale. Donc, du coup, j'essaie de me faire des petites parenthèses assez régulièrement de rencontrer des gens. Surtout ici, à Barcelone, il y a une très belle communauté d'entrepreneurs, même d'ailleurs hommes. Des invitations au podcast. Non, mais c'est super. Moi, j'ai besoin de ces moments-là de partager aussi mes peurs, parce que forcément, c'est pas... Voilà, je suis pas une Wonder Woman, j'ai des doutes, j'ai peur. C'est vraiment un gros virage pour moi que je fais parce que je sens que c'est le moment, parce que je sens que ça peut vraiment... Enfin, que j'aide vraiment des gens, donc j'ai envie d'insister, j'ai envie de pousser et tout, mais forcément, il y a une partie de doute et de peur où j'ai besoin d'une part ça, et d'autre part besoin de vie sociale, de parler, de rigoler, de juste pas être que la tête sur mon ordi toute la journée, quoi.
D'ailleurs, finalement, tu es plus forcément que sur son ordi, puisque tu as aussi sorti un autre média, un livre. Comment ça s'est passé, ce nouveau projet? Parce que là, tu disais que tu l'as commencé, donc tu étais encore salarié. Et là, donc ça a été à 100% à ton compte. Et tu fais la promotion aussi de ce livre. J'ai vu que tu avais fait quelques librairies aussi, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, c'était peut-être un rêve que je m'étais pas, qui n'était pas éveillé, pas conscient en tout cas. Et quand j'ai été approchée par la maison d'édition qui m'a dit bon bah voilà, on voudrait faire un livre sur le sommeil, on t'a choisi toi. J'étais là mais pourquoi vous m'avez choisi moi? Syndrome de l'imposteur, bonjour. Voilà, un bon petit syndrome de l'imposteur des familles. Et puis j'ai dit en fait j'ai pas hésité très très longtemps. C'est-à-dire que il y a eu un côté qui m'a dit mais attends là c'est trop d'activités, et de l'autre côté j'ai dit mais en fait c'est trop génial ça va rendre l'information plus accessible à des gens qui sont pas forcément sur Insta. C'est trop bien quoi. J'ai trop envie de pouvoir transmettre ça, donc je me suis jetée dedans. Et c'était trop cool. C'était un super projet. Comment t'as procédé pour l'écriture? Ça c'était assez pour le coup facile. Je fais des guillemets avec les doigts en ce moment même. Fluide en tout cas, ouais, parce que dans ma tête c'est structuré, que dans les accompagnements que je fais, je vois ce qui ressort en majeure partie du temps. Donc, je savais déjà que j'allais distinguer par tranche d'âge, parce que forcément, c'est pas du tout les mêmes enjeux pour un tout petit bébé comme le tien que pour la première année, les 18 premiers mois qui sont très chargés avec les régressions, les acquisitions et tout. Et après, où on est vachement plus dans l'émotionnel. Donc, il y avait ça qui était le centre. Je savais que ça allait être ça, le centre. Et autour, je voulais vraiment avoir une partie physiologique pour expliquer ce qui se passe, pourquoi ils dorment de telle manière, qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et je voulais une partie, encore une fois, faites du slip oblige, qui déculpabilise. Donc j'ai une partie sur la fin que j'ai appelée les bons conseils, où j'ai mis toute la liste les meilleurs des pires injonctions et conseils pourris qu'on reçoit, et avec des idées de réponse, où je suis restée polie. Mais je vous laisse être libre d'ajustement. C'est rigolo parce que demain, j'interviewe une autre entrepreneuse qui a créé un jeu de cartes avec c'est un peu Cards Against Humanity, mais version parents, c'est-à-dire c'est des pics à répondre justement aux pics que tu peux recevoir, des répliques face à des faux conseils, tu sais, de personnes que tu ne sollicites absolument pas. Exactement. Et encore, je trouve qu'on est assez protégés à Barcelone. Je trouve. Je dirais par le corps médical, par tout le monde. J'ai l'impression que c'est vachement plus... Alors bon, c'est pas non plus la bulle dorée, mais j'ai l'impression que c'est vachement plus bienveillant, qu'il y a moins... Il y a moins ces trucs de... Déjà, je trouve, pour ma part, la pédiatre qui nous suit depuis le début a jamais dit quoi que ce soit autour de laisser pleurer. Elle est très, vraiment très dans la bienveillance et dans l'accompagnement. Et les gens, en fait, les gens ici, ils sont plus là pour t'aider quand tu galères. Alors, il y a la manière de le faire, certes, mais ils sont toujours là pour t'aider et pas pour te juger. Sans parler des mamans qui se baladent les seins à l'air pour allaiter et que ça dérange personne du tout, quoi. Et ça, c'est vrai que l'Espagne, c'est un pays où les enfants sont très bien vus, les parents aussi. Mais on m'arrête souvent dans la rue avec la poussette ou le porte-bébé pour regarder le bébé. Juste pour regarder, donc ça, c'est super. Là, la contrepartie, c'est souvent les petites mamies qui vont te balancer un petit truc que tu fais. J'avais la dernière fois le poupon de ma fille sur l'épaule. Je l'avais déposé à la crèche et donc je me baladais avec la trottinette et un poupon en plastique sur l'épaule, donc très mal porté si c'était un vrai bébé. Et il y a une mamie qui a cru que c'était un vrai bébé, donc elle est venue, elle me fait mais comment, mais qu'est-ce que vous faites? Et je lui dis mais quoi? Je ne porte pas un nourrisson sur un bout d'épaule. Et alors du coup ton livre il est sorti quand? Il est sorti début janvier, donc ça a été un process d'écriture de 9 mois, hein, vraiment une grossesse. Un autre bébé. Qui a été d'ailleurs arrivé après terme aussi, un peu. Et c'était, donc il est sorti là en janvier. Et il est disponible donc sur Amazon et dans plusieurs librairies. Ouais, il est disponible partout en France en librairie, en France, en Suisse, en Belgique, et je crois même un petit peu dans certains pays du Maghreb. Et à Barcelone, à l'Occasion Rêvée notamment, c'est ça, la librairie des Français, française pour... Alors à l'Occasion Rêvée, j'ai fait une signature, mais c'est une librairie de seconde main, c'est donc vrai. Achetez-le et amenez-lui. mais non, j'ai fait une signature chez eux, mais je pense que chez Jaimes, donc qui est la librairie française, il doit être disponible. Et alors, tu as sorti un livre, mais j'ai envie de creuser un peu plus loin. C'est quoi les next steps encore pour la fête du slip dans les mois, années à venir?
Et ben là, dans les prochains jours, au moment où on enregistre, je vais lancer mon premier programme en ligne, donc du coup pour pouvoir accompagner les parents aussi, parce qu'en fait je sens que on a une exclusivité ici. Je sens que j'arrive en fait à un moment où j'ai beaucoup de demandes entrantes et je sens que j'ai du mal à tout gérer. Donc il y a ça d'une part. D'autre part, le fait que y a certains parents qui sont pas très à l'aise avec le fait de papoter avec une dame comme ça. Voilà, ils ont besoin de cette autonomie. Comme d'ailleurs moi j'ai fait initialement quand je faisais plus des webinaires et j'avais pas forcément envie de voir, d'exposer mon cas. Je voulais juste recevoir de l'information. Donc ça s'appelle Les Secrets du Slip. Ah, super. Et puis voilà, et du coup c'est un programme en ligne avec plusieurs modules qui vont expliquer un petit peu, encore une fois un petit peu la physiologie, c'est-à-dire comprendre pourquoi ce bébé dort pas, plein de secrets du coup pour comprendre, trouver des solutions en fait pour aider ce bébé à mieux dormir. Et puis j'explique ma méthode surtout pour amener vers l'endormissement autonome. Donc c'est un gros morceau. Voilà, d'ailleurs, les gens ils contactent leur bébé, il a quel âge environ ? Il y a vraiment une grosse partie entre 4 et 8 mois, parce que c'est entre les 2 premières régressions, c'est vraiment galère. Et puis c'est généralement... Et toi, tu conseilles de conseiller à partir de quand ? Je fais dès la grossesse, en fait, pas pour le sommeil du bébé, évidemment, mais j'ai une partie grossesse et 0-3 mois pour les tout jeunes bébés, donc c'est évidemment pas pour un endormissement autonome et des grasses mat, mais c'est plus pour avoir les bases. D'ailleurs, la consultation s'appelle les bases du slip. D'accord. Toujours 2 œufs. Hein. On le précise. Et du coup, voilà, c'est vraiment pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Justement, exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que tu es largué post-maternité, tu rentres chez toi et tu as un petit bout d'humain et tu sais pas quoi en faire. Quoi. Donc, vraiment pour accompagner, essayer d'aider les parents à comprendre ce qui peut se passer, les différentes phases de sommeil, etc., qu'ils peuvent avoir et les aider dans cette direction-là. Après 4-18 mois, là, c'est le gros morceau et la majorité de mes clients sont là. C'est en fait... laisser passer toutes ces régressions, essayer de comprendre ce qui se passe, les accompagner au mieux, etc. Et au-delà de 18 mois, donc jusqu'à 5 ans, là, c'est beaucoup plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, beaucoup plus émotionnel, c'est-à-dire qu'on est sur des bébés qui veulent se faire entendre, qui commencent à avoir leur petite personnalité et qui veulent faire par eux-mêmes et qui veulent du temps de papa et maman et qui maintenant savent le dire. Donc c'est parfois un peu difficile pour les parents. Ouais. Alors justement, si tu avais un conseil aux mamans entrepreneuses qui nous écoutaient, qu'est-ce que ce serait ? Pour le sommeil ? Non, pour concilier un travail, une boîte, lancement de boîte, maternité. Ça va être persévérance et confiance en soi. Je sais que c'est pas le plus facile à trouver, mais ouais, vraiment de la persévérance. Essayer d'être et d'ailleurs, je crois que ces conseils-là, ils marchent aussi pour le sommeil. La persévérance, la confiance en soi et le fait de se fixer un objectif. Pas 76 en même temps je veux faire un podcast, écrire un livre, faire des événements et gagner de l'argent et être riche. Ça, c'est un peu trop. Faut essayer vraiment de se fixer sur un... Bon, alors après, je dis ça de mon expérience. Hein. Je fais pas encore de coaching d'entrepreneuriat. Mais en tout cas, voilà, oui... se faire confiance, avoir un objectif clair et unique, donc pas s'éparpiller un peu partout à essayer de faire plein de choses en même temps et s'accrocher à fond et en parler. Et surtout, ça c'est très important. C'était très dur pour moi au début quand j'ai lancé la fête du slip parce que forcément tu lances un compte Insta, t'as 0 follower. Les premiers posts c'était mes potes et ma famille et c'est hyper dur parce que tu te sens un peu jugé, pas jugé, tu t'auto-persuades que les gens vont te juger donc t'oses pas trop et puis en fait, on s'en fout de ce qu'ils pensent. C'est pas eux ta cible. Donc, si ça te rassure d'avoir 100 followers et que c'est tes potes au début, tu verras qu'ils vont partir de même de toute façon si le sujet les intéresse pas. Vise les gens que tu veux viser. Plus que ce que peuvent penser, qui certainement ne pensent pas d'ailleurs, ton entourage. Ouais. C'est un très bon conseil. On sent l'expérience d'entrepreneuse, mais aussi toutes les années réseaux sociaux, marketing derrière. En tout cas, merci Candice d'avoir partagé ton parcours super inspirant. Et puis, la fête du slip, cette boîte qui va aider, je pense, de très nombreux parents. Félicitations pour ton livre. Donc, on peut le retrouver. Donc, comment est-ce qu'il s'appelle le livre ? C'est La fête du slip. Le seul et l'unique. On le rappelle, SLEEP pour slip, qui est donc sur Amazon et dans toutes les librairies de France, Belgique, Suisse, etc. Et voilà, en tout cas, merci pour ton partage dans Biz & Bibs, longue vie à la fête du slip et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Biz & Bibs. Merci infiniment pour votre soutien. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou à vous abonner à l'émission dans votre appli de podcast préféré pour être tenu informé des prochains épisodes. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram estelle.ducommun ou abonnez-vous à la page LinkedIn Biz & Bibs le podcast pour découvrir les coulisses des épisodes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview avec un parent inspirant.